La messe des sans-voix, la messe du bas peuple, du profane, mais aussi du spécialiste. C'est l'occasion justement d'aborder avec quelques-uns la question de ces fissurations sur des bâtiments observés il y a quelques jours du côté de Kiroti. C'est une zone sur laquelle il y a pas mal de réserves et de commentaires, mais aussi de spéculations. On va chercher à en savoir davantage avec Boubacar Condé. Boubacar Condé est directeur général de l'Office national des géoservices. Il est notre invité. Est-ce que vous pouvez lui activer son micro? Bonjour, bonjour Monsieur Condé. Bonjour Monsieur Thomas. Très bien. Vous n'êtes pas seul. On va également parler de géophysique et de sismologie. Vous allez nous dire c'est quoi tout ça, hein? C'est quoi tout ça? Avec vous, vous êtes également directeur général du Centre géophysique et de sismologie de Guinée, Mamadou Hadi Barry. Bonjour Monsieur Barry. Bonjour Monsieur. Très bien. On va rester avec vous. Daouda, est-ce que tu peux davantage? Parfait. C'est bon. On va commencer avec vous. Vous allez nous dire en une phrase, quand on dit sismologie, c'est quoi? C'est quoi? Et vous allez faire autant de votre service. Allez-y, Monsieur Barry. Okay. Bon, en fait, la sismologie, c'est tout ce qui est tremblement de terre. Vous savez, la terre respire comme nous, les êtres vivants. D'accord. Donc, si elle ne respire pas, nous, on n'allait pas exister. Donc, elle respire à travers les ouvertures, qu'on appelle les failles. D'accord. Donc, quand elle respire, il y a le mouvement. Et c'est le mouvement-là qu'on appelle ici le tremblement de terre. D'accord. C'est ça. Donc, c'est mieux qu'elle ne respire pas. Il y a des gros bols. Pourtant, elle doit respirer. Il y a des gros bols d'air. Ah bon, la terre doit quand même respirer. Et nous faire ce que ça nous fait. Voilà. Est-ce qu'elle peut respirer sans commettre des dégâts? Oui, mais en respirant, vous allez tenir compte là où elle respire beaucoup plus. Vous tenez compte en construisant aussi vos bâtiments. D'accord. Si vous prenez par exemple sur le Japon, tous les jours, il y a le tremblement de terre. Ils sont venus construire les bâtiments dans ces narines. Pardon, allez-y. Voilà, ils ont tenu compte de ces facteurs pour pouvoir construire, parce qu'ils savent que dans cette zone, la terre bouge. D'accord. La terre bouge. D'accord. On tient compte de ces facteurs. Est-ce qu'en Guinée, il y a des endroits où la terre respire plus que d'autres? Il y a des villes, des localités, des régions? Voilà, en quelque sorte, le mot respirer... On avait compris, c'est une image. Voilà, ouais. voilà. C'est par endroit. Maintenant, il y a de ces cas, par exemple, de tremblement de terre, qui n'est pas en quelque sorte une respiration. Mais c'est des sources. Pourquoi la terre a tremblé dans cette zone? C'est parce que la géologie est faite de telle sorte qu'il y a des cavités. Et qu'est-ce qui a envoyé ces cavités? Il y a certains types de roches. Des cavités, c'est des trous à l'intérieur. C'est des trous à l'intérieur, oui, que vous et moi, on ne voit pas. D'accord. D'accord. Puisque vous parlez de géologie, monsieur Condé, finalement, les géoservices, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. L'Office national des géoservices, c'est un établissement public administratif qui est placé sous la tutelle technique du ministère des Mines et de la Géologie. D'accord. Et sur la tutelle technique financière du ministère de l'économie et des finances. D'accord. Voilà. Notre mission, c'est de la mise en œuvre de politique du ministère. Non, ce qu'on va faire, on s'occupe notamment... Monsieur Condé, ce qu'on va faire, en des mots accessibles à notre maman. Les géoservices, ça fait quoi? C'est-à-dire que c'est un service qui s'occupe de l'hydrogéologie et de la géotechnique. Hydrogéologie parle de l'étude des forages. D'accord. La norme de l'exécution de forage, la technique d'exécution de forage. Très bien. Comme où on trouve de l'eau après les eaux de surface, les eaux souterraines, parce qu'après zéro surface, quand vous commencez à aller en profondeur, toute eau que vous trouvez devient eau souterraine. D'accord. Donc les eaux services s'occupent de la gestion de ces eaux souterraines. Et la géotechnique? Et la géotechnique, c'est tout ce qui est étude
des constructions des infrastructures, que ce soit bâtiments, ponts et autres. Vous êtes un bon invité, hein, vous aussi. Hein. Donc, on va avoir une belle émission ce matin. Avant de pousser très loin, il est très important de comprendre évidemment les phrases généralement qui sont utilisées ces derniers temps depuis que le tremblement de terre a eu en Turquie. On parle de plaques tectoniques entre vous deux. Je crois que c'est lui. Alors, c'est quoi une plaque tectonique? C'est revenu très souvent. Hein. Roby, lâche ton micro, s'il te plaît. Lâche-le. Allez-y. En fait, il respire pas mon micro. Il doit pas respirer. Allez-y. En fait, les plaques tectoniques, vous savez, la terre, elle est ronde, comme une orange, sur laquelle se trouvent des plaques, comme des feuilles qui naviguent sur un fluide très chaud. D'accord. Les plaques là, ce sont les continents. Maintenant, au beau milieu de ces plaques, dans les océans, il y a des grands cratères qui séparent ces plaques. Et les plaques là, ils bougent. Soit il y a un phénomène d'extension, ça c'est l'ouverture des océans, ou bien un phénomène de rapprochement. Ça c'est le phénomène par exemple de la disparition des océans, ou si c'est à l'intérieur de la Terre, c'est la formation des chaînes de montagnes, ou l'ouverture par exemple, ou l'ouverture des bassins sédimentaires. Donc c'est en quelque sorte cela. Il y a des plaques intercontinentales, il y a des plaques extracontinentales. Ça, au niveau du dorsal océanique, ce sont des plaques qui se trouvent hors des continents. Il y a les plaques qui se trouvent à l'intérieur du continent. Par exemple, au niveau du continent africain, il y a plusieurs petites plaques qui sont regroupées pour former le continent africain. Il y a la plaque ouest africaine, il y a la plaque nord africaine, il y a la plaque centre-africaine, il y a la plaque sud-africaine, des choses de ce genre. Donc, c'est en quelque sorte, ce sont ces lambeaux qui se regroupent pour former des continents. Alors, docteur Barry, vous m'appreniez énormément de choses tout à l'heure en off sur ces mouvements sismiques. Et vous étiez en train de nous expliquer qu'en réalité, quand on prend le territoire guinéen, on a trois raisons principales dues à trois types de formations, qui rendent nos régions plus ou moins sensibles à ce type de mouvement, et de ces failles. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que vous nous apprenez que partout où il y a la mer, en réalité, on a des failles. Et récemment, M. Condé nous apprenait dans une autre émission, justement, que l'une de ces failles part justement des îles de l'Os jusqu'à Bofa. Et vous m'apprenez tout à l'heure que d'ailleurs, elle s'infiltre même dans la capitale Conakry, à partir de Kakimbo jusqu'à Demoudoula jusqu'à Kaporo. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que cela veut dire? Comment ça se passe? Ok, en fait, il y a déjà une grande faille qui se trouve au beau milieu de l'océan Atlantique, qui se trouverait environ à 2000 km de côte ouest africaine. C'est la dorsale océanique. De l'autre côté, il y a l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, qui se trouverait peut-être aussi environ à 2500 km. Vous comprenez? Maintenant, comme c'est une ouverture, en s'ouvrant, il y a des séquelles au niveau de la partie latérale. Ce sont ces failles secondaires là maintenant qui quittent dans le beau milieu là-bas et qui viennent jusqu'au niveau de la terre ferme. Je vais dire par là de la partie ouest africaine, ce qu'on appelle les failles transformantes. Maintenant, s'il y a un mouvement de terre au beau milieu de la dorsale océanique là-bas, ce mouvement, ça va suivre ces couloirs déjà fragilisés et qui s'orientent directement au niveau de côte, là où nous sommes, ce qui fait que tout le temps, quand il y a des tremblements de terre, par exemple, au niveau de la dorsale océanique, on a ressent cela. Déjà, on a eu déjà des cas comme ça, comment on appelle ça, en 93, sur l'échelle de 5, sur l'échelle de Richter. Donc, il y a un grand tremblement de terre qui a vibré partout à Conakry ici. Vous en savez. Ça, c'est une faille d'origine atlantique. Ça c'est venu de l'Atlantique. Maintenant, il y a d'autres types de failles, il y a d'autres types de mouvements qui s'opèrent, qui n'ont rien à voir vraiment avec la partie externe, mais c'est plutôt à l'intérieur du pays. C'est que compte tenu de la formation géologique de notre pays, donc le pays est partagé en deux.
il y a la partie ouest qui est formée des roches meubles, qu'on appelle ici des grès, quand c'est solide, et quand c'est déjà dégradé, on appelle le sable. Donc c'est la partie le long de l'Atlantique. Le long de l'Atlantique. D'accord. Vous prenez de Kindia jusqu'au niveau de côte atlantique, ça c'est formé par ça. Quand vous partez vers Koya, vous voyez sur le mont Kakulima, vous allez voir des grès en hauteur là-bas. Ce ne sont pas des roches, ce ne sont pas des roches volcaniques, très dures. C'est vraiment quelque chose de soft. Maintenant, il y a la partie la partie est de la Guinée. Mais avant, est-ce que... Attendez, avant. Je voulais qu'il précise ça. Oui. Vous allez aller tout à l'heure. Allez-y. Oui, vous disiez la partie est de la Guinée. La partie est de la Guinée, la forêt, et jusqu'au Fouta, cette partie-là, c'est du roc. C'est la roche extrêmement dure. Maintenant, cela va sans dire que quand vous êtes... C'est des roches magmatiques. C'est des roches magmatiques. D'accord. Donc, c'est des granites, c'est des dolérites. Donc, extrêmement dur. D'accord. Quand ces roches-là sont en contact, le dur et le meuble est en contact, il y a souvent une cohabitation vraiment un peu difficile. Donc, il y a des mouvements qui s'opèrent à ce niveau-là. Ça, ce sont les cas vraiment de failles de Santa au niveau de Kindia là-bas. Et c'est ce qu'on remarque à partir de Kolantin. Voilà, toute cette dépression, vous allez jusqu'à voir la carrément côte. ces dépressions-là. D'accord. C'est ça. D'accord. Ça, c'est la zone. Les grandes gueules. D'accord. Mais, alors, donc, vous nous expliquez pourquoi, bon, en mes propres mots, le sol est friable pratiquement le long du littoral et pourquoi nous ressentons un peu plus de mouvement, notamment dans la zone de Conakry. Exactement. Mais en 83, on se souvient que la terre avait fortement tremblé à Koumbia, dans le nord de la Guinée. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Vous nous appreniez également que notamment le contrefort de Fouta, c'est une montagne, c'est une région montagneuse, mais jeune qui continue de se soulever. Voilà. Alors moi j'ai été étonné. Alors ce soulèvement, ça va être le second. Oui, ça va être le second point de ma question. Est-ce que ce soulèvement se fait sur une échelle de temps, notamment de quelques années, ou là on parle de centaines d'années? De centaines de millions d'années. Expliquez-nous d'abord, ça monte. Expliquez-nous. Ça monte, c'est ça? Voilà. Ça continue En fait, expliquez-nous concrètement, quoi, avec nos mots. Concrètement, partout où vous voyez par exemple les montagnes, ça veut dire que ce sont des zones de compression de deux entités qui se contactent comme ça et puis bon voilà, ça se soulève. Au moment où ils se soulèvent, là où maintenant il y a le soft. Maintenant, ce qui est dur maintenant se dépose maintenant sur le sol. C'est comme si vous prenez une brique, vous mettez sur l'éponge. D'accord. Automatiquement, l'éponge va s'écraser. Donc là, il y a des mouvements qui s'opèrent à ce niveau. Et cette montée est estimée environ de l'ordre de millimétrique par dizaine d'années. Et quand vous calculez maintenant par rapport vraiment à 1 million d'années, ça fait quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. On va venir avec... Je parlais de Koumbia. D'accord, Koumbia. Ou bien à ce niveau aussi, on peut parler de failles. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du nord de la Guinée? Allez-y. Voilà, du côté du nord de la Guinée, en fait, là-bas aussi, il y a une grande faille qui quitte au nord, c'est au sud du Maroc, Anti-Atlas, qu'on appelle Akjout. Cette faille traverse tous les pays, jusqu'en Sierra Leone, tous les pays limitrophes, entre le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, en Guinée, jusqu'en Sierra Leone. Donc, au Maroc, on l'appelle la faille, on l'a donné le nom d'Akjout. En Mauritanie, on l'appelle les Mauritanides. Et au Sénégal, on l'appelle les Falémides. Il y a déjà une rivière là-bas qu'on appelle Falémé. Donc, en Guinée, on appelle les Bassarites. Donc, ça, c'est la partie de Gawale et de Koundara. Donc, et ils se jettent au niveau de la Sierra Leone, on appelle les Roquelites. Et là-bas aussi, il y a le Roquel River. D'accord. Donc, ils se jettent dans l'océan Atlantique. Ils remontent là. Il va au niveau entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il remonte. Donc, il coupe un lambeau entièrement. Celui-là aussi, c'est un lambeau qui est meuble. Maintenant, cette faille, sur la partie guinéenne, elle est mobile. Et sur cette faille que vous voyez là, tout au long de la faille, économiquement, elle est minéralisée. D'accord. Et donc minéralisée. Les populations sont attirées par ces zones-là. Voilà. C'est ce qui fait quand la faille bouge, automatiquement, toutes les zones là où se trouve la faille là aussi est impactée. C'est la raison pour laquelle il y a eu le tremblement de terre de 1983 qui a fait 300 morts et des milliers de sans-abri. D'accord. Et encore, je vous informe, en 2021 là, à Lamban, toujours la même faille aussi a bougé
C'est Geological Survey qui a détecté exactement là où se trouve la source carrément de ce tremblement qui se trouvait à Lamban, dans le fleuve Kunkuré. Dans le fleuve Kunkuré, carrément. Lamban, ça c'est... Dans Téléméné. Est-ce que c'est vrai? Une question courte, s'il te plaît. Très courte. C'est dans Kindia. Est-ce que c'est vrai que... C'est entre Kindia et Téléméné, il y a souvent... Est-ce que, monsieur Baldé, c'est vrai que l'histoire nous enseigne, est-ce que vous confirmez que finalement, des milliers et des millions d'années après, ce sont ces failles qui se sont détachées et qui ont formé les continents, les pays. Donc, est-ce que ça veut dire que la tracée que vous venez de nous dire, est-ce que dans quelques milliers d'années, cette partie pourrait se détacher pour former une autre partie, un autre continent, quelque chose peut-être dans des millions d'années. Dans des millions d'années. Voilà. Donc, ou au-delà. En fait, c'est là impossible, vous savez. Bon, ce qu'on va faire sur ces questions de créationnisme là, on va permettez les gars, on va redessiner la carte. On va marquer une pause. En fait, moi je vous crois, je vous crois. Mais vous allez m'expliquer comment vous savez tout ça. Si vous voyez les failles là, comment on voit tout ça, parce que moi je vois pas. Et surtout les conséquences sur nos constructions. Je ne vois pas. Voilà. Je ne suis pas géosceptique, mais j'aurais des raisons. On va marquer une pause et on se retrouve dans 11 minutes. Et on va reprendre. Boubacar Condé, Mamadou Hadi Bari, des spécialistes respectivement de géologie et de sismologie. Ils sont nos invités. Avec eux, nous allons aborder à présent, après toute cette généralité, on va aborder à présent le sujet qui intéresse les Guinéens ce matin. Ce sont ces fissurations observées sur des murs, mais aussi sur des planchers du côté de Kiroti. Que s'est-il vraiment passé? Nous savons que le ministère des Mines et de la Géologie y a dépêché un comité, une petite équipe, justement, qui a travaillé. Nous imaginons bien qu'il existe déjà un rapport. Et voilà, on va donc poursuivre avec nos invités qui, pour la première question, Jacques, on va donc avec vous. Alors, on va revenir sur cette actualité. Vous avez dit tout à l'heure, vos services interviennent sur les forages. Et évidemment, dans la zone, il y a énormément de forages qu'on a pu dénombrer. On ne connaît même pas c'est quoi le nombre exact et les fissurations qui s'y ajoutent. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui arrive là-bas aujourd'hui par un phénomène géologique ou bien par l'action humaine? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Ok, sur ce phénomène qui s'est passé à Nongo, effectivement, le ministère des Mines a dépêché notre équipe pour aller s'enquérir des réalités sur le terrain. Une fois sur le terrain, nous avons constaté, comme tous les autres, qu'il y a des fissures au niveau des murs et au niveau du sol. Donc, mais notre service qui s'occupe de techniques hydrogéologiques et géotechniques, nous avons fait nos constats. Mais nous avons abordé ce sujet sur 3 angles. C'est-à-dire l'angle... dès que c'est prêt à la régie, on peut y aller avec cette image et la maintenir le plus longtemps possible. Vous pouvez nous expliquer ces points? Surtout dans la zone de Conakry. Ces points, c'est quoi ces points? Voilà. Et la carte que vous voyez, la carte hydrogéologique de la zone de Conakry environ, c'est qu'à notre service là-bas, nous avons une banque de données. D'accord. Donc nous sortons sur le terrain, nous prenons des rapports de forage exécutés et puis l'endroit où le forage a été exécuté et nous venons loger ça dans nos banques de données. Et après, nous produisons des cartes thématiques pour montrer la dangerosité de la prolifération des forages à Conakry. Donc, si vous voyez la carte, il y a par commune, par exemple, vous avez des communes Matoto, Dixine, Ratoma, Kaloum et tout ce qui sont. Donc vous voyez l'embouchure déjà qui fait de Conakry à partir de Matoto, mais vers côté Dixine par exemple. Vous voyez, il y a la prolifération de forages. Et puis il y a ces points noirs, c'est des tout forages. Ce qui est point noir, c'est des forages. C'est écrit là-bas forage. Et ça date même de quelle année? La carte là, on vient de la produire, on ne l'a pas publiée d'abord. D'accord. Voilà, complètement. Donc on est en train de finaliser. Et ça indique juste quelques documents que nous avons obtenus. Mais monsieur le directeur général, Kaloum et Ratoma, c'est pas bon. C'est rempli de forages, bien sûr. Toute la dorsale, là, pratiquement, mais bien sûr, est truffée de forages. Mais ça, c'est une évidence, non? Que tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est lui qui construit un bâtiment, il fait son forage. C'est lui qui construit un bâtiment, il fait son forage. Il n'y a même pas d'équidistance qui est à Matoto, c'est comme s'il n'y avait rien.
Voilà, non, vous savez... Il n'y a pas grand-chose, en fait, par rapport à Ratoma. Non, ce que je suis en train de vous dire, les points de forage que nous avons recueillis sur le terrain, les données qu'on a recueillies, c'est ce qu'on a logé dans la banque de données. On a produit cette carte thématique pour le moment. Mais il y a plein de forages qui n'ont pas de données. D'accord. Mais en regardant la carte, Ratoma par exemple, les forages se jouxtent. C'est comme ça. Regarde. C'est exactement toute la dorsale, mais surtout la dorsale. Ratoma, c'est les données que nous avons recueillies. On va l'écouter. C'est les données qu'on a recueilles sur le terrain. Mais il y a plein de forages qui n'ont pas de documents. Donc, nous sommes obligés de prendre, quand on vient chez vous, on demande, ah oui, il y a un forage chez moi, mais je n'ai pas de documents. C'est que la population est en train d'accepter des forages, je peux dire sans de documents, et exécuter les forages de façon anarchique et puis non réglementaire. Ils ne respectent pas les normes d'exécution d'un forage. D'accord. Donc on revient au sujet de Kiroti. Maintenant, vous y avez envoyé des équipes qui ont fait des observations. On a fait des observations et sur ces observations, nous avons trouvé que sur la zone que nous avons essayé de couvrir, que toutes les concessions, chacun avait son forage. Et il y avait un pompage excessif. Il y avait combien d'habitations? Bon, c'est-à-dire si vous prenez la partie de Nongo Kontea et jusqu'au niveau de la route qui descend vers Koza, c'est sur cette zone-là que nous avons visité parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir vraiment identifier. Mais chaque bâtiment a son forage. Voilà, mais chaque bâtiment a son forage. Il y a même des forages industriels là-bas qui produisent de l'eau, donc qui pompent. Maintenant, la zone déjà est une zone qui est reconnue aquifère. Aquifère, c'est-à-dire que c'est une zone qui a plein d'eau. D'accord. Donc, à quelques mètres déjà, vous vous retrouvez avec de l'eau. Donc, c'est très facile de trouver l'eau là-bas. Donc, et c'est une ancienne... C'est une zone aussi qui était... il y avait des anciennes carrières là-bas. Il y avait aussi une multitude de petits lacs à ce niveau-là. D'accord. Donc, les gens sont venus mettre des forages un peu partout. Et donc, c'est une zone remblayée. Il y a des parties... tous ces petits lacs sont remblayés maintenant. Donc, ils ont construit là-dessus. Donc, nous avons ceux qui ont donné des explications. Et aussi les fissures qui formaient des circonférences autour. Nous avons déjà directement imaginé qu'il y avait des petits lacs qui étaient tout autour. Parce que si vous voyez déjà les fissures qui font des circonférences, vous savez que ça, c'est des petits lacs qui étaient là. Ça s'effondre, c'est ça? Maintenant, oui, ça s'affaisse. Maintenant, les gens qui font des forages, entre elles, ils tirent l'eau. L'eau, normalement, constitue une substance qui permet à la terre de se stabiliser. Une sorte de jointure. De stabiliser. C'est-à-dire que si l'eau est intacte, le bâtiment ne va pas partir. D'accord. Mais comme la plupart des forages, ils ne respectent pas les normes, ils ne vont pas jusqu'au niveau de la nappe. C'est-à-dire qu'il y a la première nappe qu'ils trouvent qu'on appelle la table d'eau perchée. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils tirent l'eau, ils pompent 3 heures, 4 heures, ils disent au propriétaire il y a l'eau. Donc ça veut dire qu'il est en train de tirer l'eau de ces petits lacs-là. Et si vous remarquez, c'est pendant la saison sèche, souvent que les fissures là se font remarquer. Parce que là, la partie, les interstices, l'eau est partie, c'est tout étiré, donc il y a le tachement, et dès qu'il y a la chaleur, il n'y a plus rien en bas pour pouvoir supporter, ça commence à faire des cassures. Maintenant, pour dire que c'est des petits lacs, parce que les fissures là se faisaient des circonférences. D'accord. Donc après, ça commençait à s'effondrer, et puis ça prenait une pente comme ça. D'accord. Donc, nous avons constaté cela, et ensuite, la zone, au point de vue géotechnique, nous avons expliqué que la zone, on a vu au moins une coupe. On a demandé s'ils ont fait des études géotechniques. Il y a quelqu'un qui a fait sortir un rapport géotechnique dont nous avons essayé de regarder sa coupe. D'accord. Et sa coupe parlait en fait de cuirasse imbibée d'eau aussi, qui est un peu fracturée. Et ensuite, il y a une partie qui est argileuse, de l'argile au niveau d'une zone qu'on appelle zone de transition avant la roche dure. Et il a montré à peu près à 80 mètres le substratum qui est constitué de dunites, mais ces dunites là aussi sont fracturées. D'accord. Et quand c'est fracturé, c'est pas complètement fermé, ça veut dire qu'aussi il y a la possibilité des jaillissements de l'eau. D'accord. Les géophysiciens, il y a une méthode. Chez nous, on a une cellule de géophysique pour la recherche des eaux souterraines, par exemple. Et cette partie-là, quand vous
partez utiliser la méthode électrique, là, ça vous donne ces fractures-là. Dès que ça vous donne, ça vous dit que oui, exactement, ici, vous pouvez faire le forage parce que vous pouvez trouver l'eau là-bas. Parce que c'est au niveau de ces fractures-là que l'eau se... Zachary, je veux être pragmatique. Monsieur Condé, de tout ce que vous nous expliquez là, scientifiquement, je veux savoir, est-ce qu'il y a une collaboration entre vos services et les services de l'habitat, tout simplement en Guinée sur le terrain, et est-ce que votre intervention est exigée par exemple par la loi dans les constructions des bâtiments, surtout des immeubles? Si oui, à partir de combien d'étages il faut nécessairement ces études de géophysique? Allez-y sur la question de cette collaboration. Les grandes gueules. Merci beaucoup. C'est-à-dire avec le ministère de l'Habitat, nous devons travailler en synergie. C'est le ministère de l'Habitat qui délivre les permis de construire. Et dans la délivrance des permis de construire, il y a un volet qui parle des études géotechniques. Et la validation de ces études géotechniques, c'est l'Office national des géoservices. D'accord. Les cabinets ne sont pas interdits de faire des études géotechniques. Les cabinets privés vont le faire. Mais c'est soumis à votre visa. Soumis à notre visa. Parce qu'il faut que l'État ait un regard là-dessus. Donc, s'ils nous envoient, c'est nous qui allons dire que oui, effectivement, les résultats que vous envoyez par rapport à cette zone, les résultats là sont acceptables ou sont fiables par rapport à ça. On peut valider le rapport, comme on peut regarder si le rapport n'est pas un copier-coller ou bien il n'a pas inventé les essais qu'il a mis dans ce rapport. Donc c'est nos services qui est habilité. Alors mais concrètement, comment vous pouvez faire l'observation? Avez-vous des outils qui vous permettent de faire les vérifications nécessaires? Exact. Oui. C'est que vous savez, tout ça s'adopte à des normes. Ça s'adosse à des normes. Donc les normes là et des labos qui sont standardisés. Et quand vous envoyez nos experts qui sont avec nous par rapport à la surveillance et au contrôle de ces travaux-là, ils sont avec nous. On travaille ensemble. Donc quand vous envoyez votre rapport, on peut le décortiquer. On a l'expertise nécessaire par rapport à ça. D'accord. Pour valider votre rapport. D'accord. La question qui est subséquente à celle de Mohamed Mara, c'est de dire, oui, normalement, il doit y exister des ponts entre vous et le ministère de l'Habitat. Mais lorsqu'on ne vient pas vers vous avec ces rapports, lorsqu'ils ne vous sont pas soumis, quels sont les moyens que vous avez pour exiger que vous puissiez avoir quand même un regard sur ces études-là? Nous, les moyens qu'on doit faire, c'est-à-dire que c'est de sortir, faire un contrôle, un ratissage, un contrôle général, pour exiger notre cutus, notre visa par rapport à votre étude. Mais vous ne le faites pas? Non, pour le moment, on n'a pas commencé à sortir sur le terrain pour faire ce ratissage. Vous allez le faire? Mais on va le faire parce que... C'est vraiment prévu? C'est vraiment prévu dans notre plan. Mais est-ce que la loi, aujourd'hui, est-ce que sur le plan législatif, on est allé jusqu'à vous donner des pouvoirs en fait sur ces choses-là? C'est-à-dire, vous arrivez, vous faites des contrôles et vous vous rendez compte que les constructions n'ont pas respecté d'abord, le principe de délivrance même de ces permis de conduire, et deux, que les normes même justement ne sont pas respectées sur le terrain. Est-ce qu'à partir de là, vous avez par exemple un pouvoir interpellatif, que ce soit du ministère de l'Habitat ou même d'interdiction de ces constructions-là? Est-ce qu'il y a des textes qui vous autorisent à agir dans ce sens? Voilà, je vous remercie. C'est-à-dire le texte sur lequel nous nous basons aujourd'hui, c'est par rapport au texte du ministère. Donc, nous, le ministère des Mines. Des mines et de la géologie. Nous allons sur les textes qui sont issus du ministère des Mines et de la géologie. Vous savez, le ministère des Mines et de la géologie est doté d'une gendarmerie minière. Donc, mais cette gendarmerie minière, peut-être on peut l'utiliser le jour où on veut faire un contrôle, mais c'est dans notre plan d'action, parce qu'on vient de prendre les commandes. Mais est-ce que les textes prennent en compte les questions de construction? Parce que là, vous êtes dans un autre domaine. Là. Les textes prennent en compte. D'accord. Et rectifiez-moi, j'apprends qu'à partir du R+2, voilà. Vos études sont exigées par la loi. Exactement. Mais vous êtes sûr aujourd'hui que de toute cette floraison de construction à Conakry, parce que c'est devenu aujourd'hui le petit paradis de tous ceux qui sont dans le blanchiment d'argent, vous êtes sûr qu'on demande toujours votre intervention pour la construction de tout ce qu'on a comme immeuble à Conakry aujourd'hui? Non. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que nous devons normalement valider ces rapports-là. Les cabinets sont habilités à faire ces études-là. Donc,
là où nous avons pris non, on va se dire... Là où nous avons pris les commandes... Vous êtes dans l'étape de validation. Il réexamine, même dans l'exécution. On fait, parce qu'on a même des outils nous permettant à faire les mêmes travaux de contrôle. Mais quand vous parlez des cabinets, ce sont des cabinets d'architecture ou c'est pas moi qui font le... Non, ce n'est pas les cabinets d'architecture. Il y a les cabinets géotechniques. Les cabinets géotechniques. Qui ont des sondages géotechniques, qui ont des appareils de tests et des labos qui sont... ici. La question donc c'est de savoir finalement est-ce que vous recevez les rapports de toutes les études qui concernent quelques-uns viennent vers oui parce que il n'y a pas que les gère ta main s'il te plaît parce que les auditeurs chaque fois il y a du bruit. Il n'y a pas que les bâtiments R+2. Il y a des zones à Conakry où il faut absolument l'étude du sol parce qu'il y a des zones où on doit utiliser des produits d'isolation, ce qu'on appelle produits d'isolation dans le béton à cause de l'existence des nappes phréatique. Est-ce que finalement chaque zone a sa caractéristique principale? Et deuxième question, c'est que est-ce qu'il faut faire un travail de sensibilisation au niveau de l'habitat pour que l'État s'implique, pour que les études de sol soient absolument effectuées avant qu'un bâtiment ne jaillisse, pas seulement sur les zones de grande surface, mais parfois même au voisinage, le sol diffère. Bien sûr. Ce que vous venez de dire, c'est comme ça. Voilà. En fait, toute construction obéit à une étude géotechnique. Préalable. Préalable. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'il y a des zones où on vous dit de faire une profondeur pour les soubassements, de respecter un certain nombre de profondeurs, alors qu'à côté, ce n'est pas obligatoire que vous respectiez cette profondeur. Il y a tout ça. Voilà, c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que le géotechnicien, quand il fait ses études, maintenant, à la fin de son rapport, la conclusion, c'est lui qui donne à l'architecte, c'est lui qui s'occupe de la construction, des calculs de structure. D'accord. Donc, c'est le géotechnicien qui lui permet de faire ces calculs-là. Maintenant, c'est l'architecte qui est là maintenant. Quand le géotechnicien lui dit le comportement de son sol, de portance et tout ce qui rentre dans le cadre mécanique et chimique, il lui dit maintenant, si tu dois faire une fondation, tu dois aller jusqu'ici, tu dois utiliser des radiers, tu dois utiliser tel ou tel. Donc, il te conseille. D'accord. Il dit que c'est ce que tu dois faire. Nous, maintenant, dans le cadre de la réglementation, on vient, si on doit contrôler, c'est ce qu'on regarde. Est-ce que toi, tu as respecté ce que le géotechnicien t'a conseillé? D'accord. Si tu ne l'as pas respecté, c'est que tu n'as pas le droit de contrôle en conformité. Boubacar Diallo, qui est... je dis Diallo, Condé, directeur général de l'Office national des géoservices. Et puis, docteur Mamadou Hadi Barry, je vais revenir plutôt avec vous avant de poursuivre cette interview. Ça va être deux questions, une pour chacun. De votre côté, c'est cette question des forages, cette pullulance qu'il y a autour de Conakry. C'est quoi les risques sur le long terme? Et puis, vous d'abord, sur Kiroti, 2014 ou 2015, Djiba Milimouno nous parlait de ce moment où il y a eu cette sorte de fissure terrestre qui est venue sur la portion du stade là, qui a longé bien loin. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce phénomène-là? Était-il sismologique? Comment vous expliquez? Et la question c'est, est-ce que c'est une zone à risque? L'espace de Kiroti, de Nongo autour de ce stade, est-ce que vous conseilleriez que l'on ne s'y implante pas? Mais Lambani et Kobaya, il y a d'autres zones aussi de Conakry, attention, où on constate les mêmes fissures. Allez-y. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. En fait, toute cette zone, comme M. Condé l'a dit, c'est une zone de carrière. Si vous prenez par exemple, en quittant Nongo Tadi, vous remontez vers Koza, au niveau du commissariat de police. Entre le commissariat de police et le tout premier bâtiment de la cité en question. Nivellement. Une partie qui est élevée, l'autre partie est un peu affaissée. Donc tout ça, c'était au même niveau. Cette zone, avant la carrière. Avant la carrière. Ah d'accord. Oui. Maintenant, la population, du fait que les Hamdallah, comment on appelle ça, l'équipe était en construction, il fallait chercher la latérite pour remblayer les fondations. Ils venaient là pour prendre la latérite et trier aussi, séparer les argiles aussi avec les graviers rouges pour pouvoir faire du béton et construire. Donc, cette couche de latérite qui était assez épaisse à l'époque, c'est aménagé maintenant au fur et à mesure.
Aujourd'hui, dans cette zone de Kiroti entièrement, environ l'épaisseur de la couche. Tirez l'huile, s'il vous plaît. L'épaisseur de la couche la plus dure, qu'on appelle la carapace latéritique, n'excède même pas 3 à 4 mètres. Vous comprenez? Vous construisez des bâtiments de l'ordre de milliers et de milliers de tonnes sur ça. Vous creusez un trou de 2 mètres, vous mettez la fondation de votre bâtiment, la seule charge qui reste maintenant, c'est 1 mètre. 1 mètre en dessous. 1 mètre en dessous. C'est comme si vous prenez, comment on appelle ça, une aiguille, vous mettez sur l'étoffe. Tout de suite là, ça finira par percer. Oui. Vous comprenez? Donc, les ouvrages de ce genre, logiquement, voulaient qu'il y ait une étude géotechnique approfondie et une étude géophysique. Parce qu'il y a des équipements géophysiques que nous disposons aujourd'hui. Quand on vient, on scanne ce sol-là. Partout où il y a des fractures, c'est-à-dire cette discontinuité latérale, et comment on appelle ça, et la continuité verticale, c'est de la lithologie, on peut scanner tout. Là où il y a l'eau, là où il y a les cavités, là où il y a les fractures, on peut tout scanner et savoir sur quoi on doit construire. Cela n'a pas été fait là-bas. La question de Zachary, plus simplement, est-ce que nous, populations, en attendant que l'État vraiment nous sorte une cartographie assez fouillée de tout ceci, est-ce que vous nous conseillez de continuer à aller construire dans ces zones-là, surtout des immeubles de très grande hauteur? Est-ce que vous nous conseillez Est-ce qu'il y a des risques dans la durée? Ces anciennes carrières-là? Non, il y a déjà des conséquences qui sont déjà fâcheuses qui sont là. La SEG a déjà une station de pompage. Les grandes gueules. Où ils pompaient beaucoup d'eau. Maintenant, vous savez, quand il y a une couche argileuse, le tassement différentiel là, pendant la saison sèche, pendant la saison de pluie, il y a beaucoup d'eau. Oui, donc ça va. L'argile se gonfle. Pendant la saison sèche, là où l'eau se vide, sous l'effet de la chaleur, l'argile se dégonfle. Le mouvement de gonflement et de dégonflement peut jouer carrément sur les infrastructures. Ça peut créer des fissures. Et on constate des fissures. Conséquence, construire des grands immeubles à côté des petits immeubles, à côté des petits bâtiments, c'est pas conseillé du tout. Il est question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Il aurait fallu, déjà, depuis qu'il y a eu déjà des problèmes au niveau du stade, on ne devait pas conseiller à la population de construire cette cité sans étude préalable, voir quel type de bâtiment faut-il construire dans cette zone. Parce que tout peut s'adapter. Aujourd'hui, là, parce qu'on est dans le concret. Aujourd'hui, on fait quoi? C'est quoi la solution là-bas? Aujourd'hui, la solution, c'est quoi? Nous allons répertorier déjà tous les forages qui se trouvent dans cette zone. Ça, c'est le premier aspect. Et faire des études géophysiques dans cette zone, voir le degré de la fracturation. Lier les fractures en même le sol par rapport à la fréquence des forages dans cette zone. Et demander à la population de la zone suffisamment impactée pour le moment de déguerpir les lieux pour ne pas qu'il y ait des effets fâcheux. Donc déguerpir en attendant. La zone la plus impactée, parce que ce n'est pas partout qui est impacté pour le moment, mais il y a une zone spécifique là où les bâtiments sont à une dégradation très poussée. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, il y a une solution derrière? Parce que ils vont déguerpir, pourront-ils revenir après? Parce que le phénomène, il me semble, il est soit sismologique ou alors géophysique, c'est qui pourrait s'inscrire dans la durée. Ou alors est-ce qu'il faut enlever les immeubles dans la zone? Voilà, en fait, la situation qui prévaut aujourd'hui, ce n'est pas une question de naturel. C'est une question de voulu, c'est anthropique. C'est dû à l'activité humaine. C'est ça. Donc on peut imputer la responsabilité des forages. Non, pas seulement les forages, attention. Ça fait partie. Non. Il y a quoi d'autre? Non, pas seulement les forages. Si déjà la couche de la latérite s'est aménagée, d'accord. D'accord. Et on met de gros bâtiments. Déjà, il y a même des vides. Voilà. Il y a de l'eau en profondeur, mais par endroits aussi il y a des vides. D'accord. Là, si on scanne, déjà il y a eu déjà des témoignages qui disent que lorsqu'ils sont venus pour forer, pour chercher une adduction d'eau potable pour certaines villas là-bas, ils ont trouvé des trous béants où ils ont vu carrément l'air tuyau de forage pendant jusqu'à 50 mètres de profondeur. Ils ont pris la pelle, ils ont retiré les tuyaux.
Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est effrayant. Ah oui, bien sûr. Pardon, est-ce qu'on peut mieux expliquer ça à nos auditeurs pour qu'ils comprennent ce que vous venez de dire? On va l'expliquer terre à terre. C'est-à-dire qu'on a voulu creuser et puis il y a comme un vide. On a rencontré un vide, un gouffre sous la terre. Oui. De combien de mètres? Vous dites? Jusqu'à combien? 50 mètres de profondeur. Wow. C'est resté pendant comme ça. Ça, c'est faisable. Vous savez pourquoi? Quand vous regardez par exemple la structure du sol, c'est quoi? Il y a la cuirasse latéritique qui est très dure. Il y a la cuirasse latéritique qui est très dure. Il y a l'argile qui est meuble. Donc, comme c'est une zone à pluviométrie intense, l'argile peut être lessivée. D'accord. Nettoyée. Je comprends, oui. Par endroits. Emportée par l'eau. Vous savez, il y a la rivière qui se trouve vers l'ancien ministre Kiridi Bangoura, un peu en bas. De l'autre côté, vers Kiroti. Tout ce qui est lessivé là peut se retrouver de l'autre côté. Même vers Lambaye, il y a vous comprenez? Toujours, on dit la cuirasse latéritique est une roche trompeuse. Quand vous la voyez à la surface, vous considérez que vraiment vous êtes sur une zone vraiment qui est très stable. Mais en réalité, vous pouvez être carrément sur une gruyère. Les grandes gueules. Est-ce que, parce que je sais que vous portez un discours de scientifique, vous êtes mesuré, M. Barry qui dit ils vont déguerpir pour le moment, en tout cas la zone concernée, et puis vous n'osez pas employer le mot. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie de dire aux autorités, il faut prendre une décision? La question est à moi? Oui, à vous deux. Oui, mais à vous d'abord. Bon, moi, c'est dire aux autorités prendre une décision pour prévenir des dangers. L'autorité va toujours prendre une décision, mais vous ne prenez jamais la décision à l'âge. Vous vous adossez sur les scientifiques. En se basant sur vos études. Oui, mais nos études ne sont pas faites d'abord. C'est des propositions des études qui viennent d'expliquer. Les études ne sont pas faites d'abord. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'études. Non, il y a toujours. Si vous voyez qu'on explique aujourd'hui de façon scientifique par rapport à certaines études, c'est par rapport à l'étude historique. Il y en a eu, oui. Il y en a eu, mais c'est la. Oui, mais pas récente. Mais là, c'est la poursuite. Vous avez la capacité de faire une étude aujourd'hui en combien de temps pour que les gens soient situés sur ce qui se passe là-bas et sur la décision qu'il va falloir prendre? Voilà, exactement. C'est que présentement, on circonscrit une zone parce que c'est vraiment grand. On ne parle pas de toute la République et tout qu'on a créé en même temps. Mais on circonscrit par exemple la zone la plus impactée qui est directement vue par la population tout de suite. On fait des études, comme je vous ai dit, géologiques. Il fait ces études de scan géophysique pour donner tout ce qui rentre dans le cadre de la géophysique, les détections des fractures, des trous et béants et tout ce qui s'ensuit. Nous, géotechniciens, on passe pour confirmer effectivement ce que la géophysique, le résultat de la géophysique, l'interprétation là où il a dit il y a des trous, pour regarder il y a des trous, là où il dit il y a des fractures, nous les géotechniciens on doit forer, c'est-à-dire quand on dit forer, on envoie une machine, on fait des forages là-dessus pour regarder effectivement si ce que a dit la géophysique c'est vrai, pour confirmer le rapport de la géophysique, et nous en géotechnique on élabore un rapport. Ensuite tout ce qui concerne l'hydrogéologie par rapport à la zone, on explique. Et on dit que bon, cette zone, par exemple, est du point de vue géophysique, voici ses résultats, voici les parties fracturées, les trous existent, tout ça. Après, en géotechnique, on vous dit la lithologie, la stratigraphie du sol, du sommet à la base, le comportement du sol. Maintenant, et après, on vous explique les caractéristiques hydrogéologiques de l'aquifère, comment il se comporte, comment il se comporte. Maintenant, on tire une conclusion. Toutefois, si quelqu'un veut rester ici, voici son comportement. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Donc, l'étude là, tu ne peux pas le faire en catimini. Très bien. Nous arrivons. Justement, donc, il y en aura deux. Mara va vous la poser, et puis je poserai une dernière. Allez-y, Mohamed Mara. Deux zones spécifiques qui m'inquiètent. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut y faire. Entre Lambani et Kobaya, disons, quand vous dépassez Lambani, vous savez, il y a le pont au niveau du virage. Mais regardez sur votre droite, une ancienne carrière sous la colline de Kobaya. Et aujourd'hui, je remarque que de plus en plus, les gens viennent mettre du béton en contrebas pour construire. Qu'est-ce qui doit être fait dans cette zone? Je ne suis pas technicien, mais en tant que citoyen, quand je vois cette zone, là-bas, il y a une station de pompage de la SEG également. Là-bas, qu'est-ce qui doit être fait? Ça, c'est un. Mais deuxième zone, c'est le mont Kakulima.
Aujourd'hui, à Koya. du côté Vous du voyez un peu jusqu'à l'image. Koya, non, à commencer même du côté du Brika jusqu'à Koya, de plus en plus on gagne en hauteur. Non seulement il y a des phénomènes d'éboulement de temps en temps, mais j'ai remarqué, je crois depuis 2 ans, on nous avait signalé cela, je l'ai même vu encore à la télévision, des bâtiments là-bas également se fissurent. Les grandes gueules. Qu'est-ce qui doit être fait? Parce que la population quand même continue d'exploser. Je suis presque sûr qu'on a dépassé aujourd'hui le 3 millions d'habitants dans le Grand Conakry. Qu'est-ce qui doit être fait dans ces 2 zones? 1 minute, s'il vous plaît. Donc, pour votre question, la population doit d'abord être consciente de ce qu'ils font. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à dire que mon ami a construit, il faut que je construise partout. Ou bien la location t'a fait mal, tu dois aller construire partout. Il faudrait que la population se mette avec les techniciens et respecter les règles de construction. La zone de Kakoulma, comme ce qu'il a dit, c'est des zones de grès, c'est des zones sédimentaires qui se forment sous forme de plaques. Comme ça. Ce n'est pas des zones très dures, comme il disait. Toute la zone ouest est constituée de roches sédimentaires dures, constituées de grès. Les grès, quand tu les vois en face, tu vas penser que c'est une roche dure. Mais en fait, quand il y a l'altération, il y a l'influence des mesures mécaniques naturelles, l'eau, la pluie et tout ce qui s'ensuit, il y a la dégradation, ça fait l'altération et ces zones-là commencent à se dégrader. Et quand ça se dégrade, si ton bâtiment est là-dessus, ça va partir. D'accord. Donc, c'est que la population doit accepter de se mettre en règle. Si tu dois construire un bâtiment, consulte les spécialistes pour qu'on te conseille. Ça, c'est pour la population lambda. Maintenant, pour ceux qui veulent faire des immeubles, ce qu'on va conseiller, il ne faut jamais construire ton bâtiment à partir de R+2 sans passer par les études géotechniques. Et tes études géotechniques, il ne faut pas les faire en copier-coller. Dire que mon ami à côté a construit R+2, moi aussi je vais faire R+3, sachant que le sol, le comportement du sol peut être différent d'un point A à un point B dans la même zone. Parfait. Je pense que le message est très clair. Je vais plutôt vous encourager, vous aussi de votre côté, à faire de la communication, de l'éducation, justement, pour les citoyens. Exactement. On y vient avec vous. La dernière question, ça va être... moi, c'est ma préoccupation. Est-ce que vous disposez d'une sorte d'observatoire de sismologie en Guinée? Est-ce que vous pouvez suivre l'évolution des risques autour de toutes ces plaques pour le cas guinéen, docteur? Oui. Bon, en fait, en 1993, après le tremblement de terre de 1983, 22 décembre, il y a eu les Occidentaux, je vais dire par là les Français et les Américains, qui sont en 93, de 3 stations. Ça fait quoi, 30 ans? 30 ans. 30 ans. Finalement, le problème juste de redevance satellitaire, le réseau a été purement et simplement démantelé. Seigneur. Non, j'en viens. Aujourd'hui, nous sommes en train de trouver la solution avec l'État à travers la Banque mondiale pour avoir encore un autre réseau qui va être vraiment mis en place au courant de cette année et au plus tard d'ici l'année prochaine, ça sera vraiment effectif, qui va pouvoir surveiller tout le territoire national. Pour le moment, nous avons la zonation de la Guinée en 3 étapes. Il y a la zone à haut risque qui se trouve au niveau des côtes. D'accord. Pour construire un bâtiment, impérativement, il faut prendre langue avec le géoservice. Venir vers nous, on va expliquer un peu quelle est la norme parasismique de construction qu'il faut appliquer ici pour bâtir vraiment votre ouvrage. D'accord. La zone 2, c'est la partie du Fouta. L'Abbé, Tougué, Mali et autres. Des montagnes et tout le reste. Voilà. Maintenant, la partie 3, c'est la forêt. Mais la Haute-Guinée, c'est à moindre risque. D'accord. Donc, cette zonation, elle existe. D'accord. Mais à chaque fois, nous sommes aussi membres d'une organisation internationale de tremblement de terre qu'on appelle la CTBTO. Quand il y a le tremblement de terre au-delà de 4 degrés sur l'échelle de Richter, les Américains nous envoient automatiquement les informations concernant la source du tremblement et son degré. D'accord.
Et avec ça, on arrive vraiment à nous débrouiller avec ça en attendant jusqu'à ce qu'on ait pour nous. Parfait. Parfait. Et on va donc... Je voulais ajouter aussi quelque rapidement, chose s'il vous plaît. Je voulais ajouter quelque chose là, très rapidement. En fait, sur l'Ambagne, là où vous parlez Kobaya, juste quand vous partez un peu plus devant, juste après la station de pompage de la Sègue, vous remontez là où vous avez vu, là où on est en train de tailler la terre. Un peu plus devant, il y a une autre cour aussi fermée. À côté, il y a là où on revend le bétail, un peu plus devant. En effet. Là, il y a une cour fermée qui est là, une station. Là-bas, juste à côté, il y a une pharmacie. La pharmacie, le bâtiment de la pharmacie, là, elle est construite sur une cavité. Comment ils ont su ça? C'est lorsque ils ont essayé de rogner cette partie-là, ils ont vu le trou en bas du bâtiment. Un peu. Oui, c'est un immeuble. C'est un immeuble de R+5. Oui. L'immeuble, il se trouve sur un trou. Dès que vous rentrez dans le chantier là, vous regardez de votre côté gauche au fond, vous allez voir le trou béant qui est là. Souvenez-vous, d'ailleurs, vous faites bien de le dire. Souvenez-vous qu'à un moment donné, malgré que le maçon ou ceux qui... Donc ils doivent quitter là-bas, ils doivent libérer ce bâtiment. Permets-moi. C'est la meilleure mesure, non? Je te donne, Pierre Mesure. La meilleure mesure, c'est quoi? C'est que, premièrement, d'abord, c'est de voir d'abord quelle est la profondeur vraiment de ce trou. Premièrement, voir si on peut avoir un système de soutènement. D'accord. Voilà, vous savez, vous avez vu par exemple la tour de Bise. La tour de Bise, conséquence c'est quoi? C'est qu'ils ont construit le bâtiment pensant que vraiment il est stable. Mais il y avait une rivière à côté, sous l'effet de la pression, les argiles ont fui, automatiquement la tour aussi s'est inclinée selon le sens vraiment de l'écoulement. Oui, mais docteur, après ils ont stoppé en faisant ici une section en mettant de béton pour stopper. On doit arrêter notre invité là. Permets-moi de souligner quelque chose, cette information est importante, parce que dans la zone dont il parle, il y a 2 boîtes de nuit. Donc ça veut dire que, juste à côté, au-delà des habitations et du poids des immeubles qui existent, il y a du monde qui vient là-bas. Deuxième, et ça danse là-bas. Deuxième chose, c'est que vous vous souvenez qu'en pleine saison sèche, une partie du mur de la station qui est en face était tombée malgré que le maçon avait respecté les normes des travaux. Voilà. Merci, docteur Hadi. Merci d'être venu. Merci d'être passé dans les grandes gueules. Merci, docteur. Merci, monsieur Condé. On a un invité, d'accord, en une phrase, s'il vous plaît. En une phrase, oui. En une phrase, on voudrait aussi conseiller la population par rapport au forage. Que les gens n'acceptent pas de seulement prendre une société de forage et venir exécuter un forage. Ils n'ont qu'à respecter les normes d'exécution d'un forage. Ils n'ont qu'à passer aux autres services. On va leur expliquer c'est quoi les normes standards pour un forage. D'accord. En fait, je vous le dis très clairement, moi, je ne vous connaissais pas en tant que citoyen. Informé quand même, hein, parce que je suis journaliste, je fais ce travail depuis plusieurs années, je ne savais pas que vous existiez. Donc faites un effort de votre côté pour que vous éduquiez les Guinéens à ce type de... qu'on ait cette habitude. Il faut qu'on l'ait, c'est pour le bien de nous et le bien de tous les Guinéens. Merci beaucoup d'être passé. Je pense qu'on va vous avoir fréquemment pour aller à l'école de la géologie et de la sismologie. Merci. Dans un instant, on prend notre invité, c'est du côté de Kamsar. Eux, on leur demande de quitter leurs habitations et c'est tout à l'heure.